Oui, bonjour les amis, petite vidéo pour revenir sur un appel que j'avais fait en 2019 pour lancer une expérience que malheureusement je n'ai pas les moyens techniques de réaliser et j'ai pas l'expérience, on va dire, pour le faire. Et ce serait mieux que ce soit des photographes qui le fassent, par exemple, qui ont l'habitude de calculer l'exposition lumineuse, des photographes ou même des ingénieurs du son. Peut-être que l'expérience de personnes qui travaillent avec des radars serait utile aussi, mais je lance l'idée d'une expérience à faire facilement. En tout cas, ça semble facile pour mesurer la distance qui nous sépare du Soleil. Donc on nous dit que le Soleil se situe à 149 597 milliards de mètres, alors en kilomètres, 149 millions de kilomètres. Voilà. Donc officiellement, le Soleil se trouve à une distance de 140, presque 150 millions de kilomètres. Alors on nous dit à plus ou moins 9 millions d'erreurs. C'est rien, c'est pas grand-chose quand on arrive à des chiffres pareils, 0,9 millions ou 1 million de kilomètres d'erreur, c'est même pas, on n'en tient même pas compte. En accord avec la valeur actuelle déterminée par d'autres moyens. Alors, on peut regarder les différents moyens qui nous ont aidés à mesurer la distance Terre-Soleil. Cet article de 2012 dans lapresse.ca, un site canadien, nous indique que la distance Terre-Soleil est désormais gravée dans le marbre. Ça signifie deux choses, ça veut dire qu'elle a sans cesse fluctué dans l'histoire et que là, il y a une décision d'arrêter de la faire fluctuer. Donc l'unité astronomique approximativement égale à la distance entre la Terre et le Soleil et utilisée pour exprimer la dimension de l'univers ne fluctuera plus. Elle a été officiellement gravée dans le marbre par l'Union astronomique internationale. On nous indique donc qu'une distance approximative ne pourra plus jamais être recalculée. On va garder cette approximation, c'est bien. On nous dit que les scientifiques ne sont désormais plus obligés de tenir compte de la marge d'erreur de quelques mètres. On a vu tout à l'heure que c'était presque 1 million de kilomètres, le plus ou moins, les fluctuations. Donc on n'est pas à quelques mètres d'erreur. Alors on nous dit que jusqu'ici, sa valeur en mètres était déterminée expérimentalement. Donc quelles sont les expériences qui nous ont permis d'arriver à un tel chiffre ? J'ai trouvé cette expérience pour calculer la distance de la Terre-Soleil. On parle de principe de mesure de la distance Terre-Soleil par parallaxe. Donc c'est sur le site d'un astronome amateur. Il nous explique donc que le but de l'expérience est de calculer la distance Terre-Soleil, c'est-à-dire l'unité astronomique, ça s'appelle. C'est déjà... J'imagine que l'expression ne vient pas de l'internaute, mais l'unité astronomique avec des majuscules, ça fait très religieux, je trouve. Bon, alors pour ce faire, l'idée de l'expérience est de commencer par calculer la distance Terre-Mars au moment de l'opposition de Mars. Donc pour mesurer la distance du Soleil, on va devoir d'abord calculer la distance Terre-Mars parce qu'on suppose, grâce à la troisième loi de Kepler, que Mars est environ 1,52 fois plus loin du Soleil que la Terre. Alors, c'est le résultat d'un calcul, la troisième loi de Kepler. Cette loi postule que pour toutes les orbites planétaires, satellites de la Terre, le rapport du carré des périodes de révolution au cube du demi-grand axe de l'orbite est constant.
Il faut essayer de comprendre. K étant une constante dépendant de la constante de gravitation universelle, la fameuse G, qui est fait 6,67, et de la masse de l'astre central M autour duquel tournent les planètes ou satellites. Donc Kepler a établi une constante, c'est un calcul en fait pour calculer l'orbite des planètes. En fait, il a observé les mouvements et il en a déduit des structures mathématiques qui lui semblent possibles de poser comme une loi. Mais finalement, c'est pas le premier à s'être rendu compte qu'il y avait des cycles dans l'univers, en tout cas dans le ciel, qu'il y avait des cycles qui se répétaient mécaniquement en fait. Depuis longtemps existent des horloges astronomiques comme celle-ci qu'on peut trouver à la cathédrale de Saint-Omer dans le nord de la France, qui indiquent les mouvements célestes de manière très précise et donc mécanique. Il y a donc une loi derrière cette mécanique. On dit que l'horloge astronomique date du 1er siècle, en tout cas la plus ancienne qu'on ait en notre possession date du 1er siècle après Jésus-Christ. Ce schéma est d'ailleurs très intéressant. Je crois que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Ce sont des horloges qui indiquent par exemple la phase de la Lune ou les lignes horaires, les éclipses, les nœuds lunaires. Et plus encore, je pense, il faut aussi s'adresser à des spécialistes pour en savoir plus. D'ailleurs, certaines informations, on les retrouve sur les astrolabes de poche, hein, ces astrolabes qui sont ces instruments qu'on utilisait pour s'orienter, une invention arabe apparemment. Donc, Kepler, lui, il a vécu au XVIe siècle. Donc, au XVIe siècle, ça faisait longtemps qu'il existait des horloges astronomiques et qu'on savait qu'il existait une mécanique derrière le mouvement des astres, une mécanique qu'on peut déduire à force d'observer. Donc cette mécanique qui vient de l'expérience a été retranscrite sous forme de mécanisme dans une horloge. Donc on imagine bien qu'au XVIe siècle, ces lois, ces règles étaient déjà bien connues. Je reviens à mon propos d'origine. Là, je suis sur un site pour apprendre la photo et on nous explique des techniques pour avoir une exposition optimale en fonction de la sensibilité. Donc, les photographes sont des personnes qui s'intéressent à la diffusion d'une source lumineuse et je pense qu'ils pourraient nous aider dans cette expérience de calculer par expérience directe la distance du soleil pour voir si la valeur qu'on nous donne c'est quelque chose qui serait réaliste en fait. On va peut-être pas trouver la distance de la Terre et du Soleil, il faudra répéter l'expérience, faire des mesures à des altitudes différentes pour calculer ça en même temps, au même endroit, ou presque, et à plein d'endroits différents. Il faudra renouveler l'expérience pour voir s'il y a des résultats significatifs ou pas, mais on pourra au moins voir si cette distance qui nous est annoncée est un chiffre réaliste du point de vue de la dispersion de l'énergie. On pourra au moins voir ça. Donc voilà ma proposition. Pour comprendre en fait de quoi je parle, je vais pas en parler ici, vraiment de manière détaillée.
Je vous mets un lien vers une autre vidéo en description qui vous expliquera, ou en tout cas qui essaiera de vous expliquer, et vous me pardonnerez si j'ai commis des erreurs à gauche ou à droite, parce que c'est pas mon domaine professionnel en fait. Donc commentez en tout cas s'il y a des erreurs, et je vous invite à aller voir cette vidéo pour expliquer quel genre d'expérience on pourrait imaginer mettre en place pour discerner ce genre de phénomène. À bientôt.